bienvenue à l'économie du déclin. Welcome to the economy of the collapse. Aujourd'hui, où s'en vont les taux? Et surtout la réponse honnête que personne ne vous donne. Donc, où s'en vont-ils les taux d'intérêt? C'est la question à 1000 milliards de dollars, littéralement. C'est à peu près, 1000 milliards, la taille de la dette hypothécaire canadienne. Tout le monde veut la réponse. Votre courtier immobilier a une opinion, votre courtier hypothécaire a une opinion, votre beau-frère, le fameux beau-frère, a une opinion. Les banques publient des prévisions trimestrielles qu'elles, évidemment, réviseront le trimestre suivant. Alors, commençons cet épisode par le seul énoncé dont je suis certain à 100%. Personne ne sait où s'en vont les taux sur 5 ans. Pas moi, pas les banques, pas la Banque du Canada elle-même. Relisez ces prévisions de la Banque du Canada de 2021 si vous voulez rire un bon coup. Ben là, pourquoi faire un épisode? D'abord, me direz-vous, parce que dans les commentaires, il y en a tout le temps 2-3 petits smart mouth qui aiment bien ça. Donc, on le dit parce qu'il y a du monde et il y a un monde entre deviner et raisonner. Il y a du monde parce qu'il y a du monde qui essaie de deviner, puis il y a du monde qui essaie de raisonner aussi, puis il y a un monde entre les deux. Donc, fidèles auditeurs, vous connaissez l'histoire. Quand les taux étaient à 0,25%, j'ai dit en ondes qu'ils allaient devoir doubler. Et on a ri de moi, et pas à peu près. Et je n'avais pas de boule de cristal. J'avais un raisonnement. Je voyais l'inflation galoper pendant que le taux directeur dormait au plancher. Des taux réels profondément négatifs. Autrement dit, de l'essence sur le feu. Et il existe un principe centenaire en politique monétaire, le principe de Taylor, pour mater une inflation qui accélère, le mot est important, accélère, le taux directeur doit monter plus que l'inflation, jusqu'à ce que le taux réel redevienne positif et restrictif. On n'a jamais dompté une inflation avec un taux réel négatif, jamais, nulle part. Demandez à Volcker. Doubler, c'était le minimum arithmétique. Donc, c'était pas une prédiction sortie d'un chapeau, là. C'était un principe que ceux qui riaient ne sont pas capables d'enseigner parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc, ils ont ri. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, mais en version complète. L'épisode le plus costaud qu'on ait fait sur le sujet. Au programme, la théorie qui explique où les taux veulent aller quand on les laisse tranquilles. L'état des lieux au milieu de 2026, ce que prévoient les experts, et pourquoi il faut prendre leur consensus pour ce qu'il est. Le grand bras de fer des forces structurelles qui vont se disputer les 5 prochaines années. 4 scénarios chiffrés avec leur déclencheur et à la fin, comment prendre des décisions intelligentes sans connaître l'avenir, parce que c'est ça, la vraie compétence qui ne s'enseigne pas en une fin de semaine. Parce que ça prend le vrai diplôme pour être capable de voir ce genre de choses se matérialiser et les anticiper. Et ça a une grande valeur, ça, pour les entreprises. Une entreprise qui est capable d'avoir quelqu'un qui peut prédire ce genre de choses, ça lui donne un avantage considérable. Malheureusement, pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Une précision d'entrée de jeu, et je le répéterai, rien ici n'est un conseil financier personnalisé. On parle de mécanique économique. Donc, avant de s'exciter, votre situation à vous, personnellement, vous pourrez la régler avec votre professionnel que vous connaissez, si vous en avez un qui vous conseille. Okay? Ici, on est à un niveau macroscopique, économique, on va ouvrir maintenant le moteur. Avant de prédire où va un objet, suivez-moi bien là, il faut connaître la gravité qui agit sur lui.
C'est un peu comme lorsque vous lancez un caillou dans les airs, vous avez une bonne connaissance de la loi de la gravité sur Terre. Parce qu'évidemment, elle est différente sur d'autres planètes. Donc, vous lancez votre objet et vous avez déjà une bonne compréhension, comme adulte, là, à tout le moins, à quelle vitesse cette roche-là va retomber par terre. Hein? C'est un peu la même chose. Donc, les taux d'intérêt, ça, bien, vous le savez parce que vous avez une connaissance de la loi de la gravité. Hein? Donc, quand on connaît de l'économie, par exemple, bien, on est capable d'avoir aussi une compréhension comme ça. Les taux d'intérêt ont une gravité, hein? Et elles portent un nom que vous devez retenir parce que c'est le concept central de tout l'épisode. On va appeler ça le taux neutre. Hein? Les économistes l'appellent R étoile. Hein? Un R avec un petit étoile. Okay. Définition simple. Le taux neutre, c'est le niveau du taux directeur qui ne stimule rien ni ne freine rien dans l'économie. Hein? En dessous, l'argent est pas cher. On emprunte, on dépense, on surchauffe. Au-dessus, l'argent est cher. On rembourse, on coupe, on refroidit. Le taux neutre, là, c'est un peu comme le point mort là, sur ta vieille Honda Civic SI avec un piflot et un exhaust de 2 pouces. Tu sais, quand tu te mets au neutre, là, puis tu aimes ça juste comme sentir que le stick est au neutre, là, c'est ça le point mort. Okay? Et voici la clé. La Banque centrale ne choisit pas le taux neutre. Elle essaie de le deviner. Hein? Il est déterminé par des forces profondes qu'elle-même ne contrôle pas. Par exemple, la démographie. Il va rentrer combien de gens au Canada cette année? Il y a une année, il en rentre 300 000. L'année suivante, il en rentre 1,2 million. Mais ça, c'est pas la Banque du Canada qui décide ça. La productivité, c'est pas elle qui décide ça. L'épargne mondiale globale, pas elle qui décide ça. L'appétit d'investissement, pas elle qui décide ça. La Banque centrale, là, c'est un simple thermostat. Le taux neutre, c'est le climat de la maison. C'est pas le thermostat qui influence le climat de la maison. Il fait juste donner un reflet de lecture. Pourquoi c'est la question en majuscule? Parce que sur un horizon de 5 ans, là, les crises passent, les cycles tournent, mais les taux retombent toujours vers leur gravité. Avez-vous remarqué? Demandez où s'en vont les taux sur 5 ans, c'est demander 2 choses. Où est la gravité et qu'est-ce qui va nous en écarter temporairement? Okay? Deuxième morceau de théorie, et il va à l'encontre de tout ce que votre instinct vous dit. Hein? Et les 40 dernières années étaient l'anomalie, pas la référence. Donc, on l'a établi, on a fait un épisode sur les plex de 1981 à 2021. Allez écouter ça. Les taux ont fait une seule chose. Descendre, 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 de 18% jusqu'à 0,25%. Et c'est dans ce contexte-là que toutes sortes de pseudo-experts, sans aucune formation, aucun diplôme, aucune désignation professionnelle, aucun ordre professionnel, se sont donné toutes sortes de titres d'experts d'ingénierie financière, de professeurs d'ingénierie financière et tout ça, et ils se sont mis à vendre des formations avant même d'avoir accompli quoi que ce soit, en répétant, évidemment, ce que d'autres personnes disent. Les gens là-dedans sont de bons perroquets, répètent, mais sans même eux comprendre. Comme par exemple, moi je pourrais répéter ce qu'un cardiologue dit, mais ça ne veut pas dire après ça que je peux aller opérer un cœur. Hein. Toute personne de moins de 60 ans a bâti son institution financière dans l'anomalie de la descente perpétuelle, hein, de 18 à 0,25. Quand quelqu'un dit là, les taux vont finir là, par redescendre, là, hein, on l'entend en ce moment, là, traduisez, là, les taux vont retourner à ce que j'ai connu dans les dernières années, là, mais le 0,25, ce n'était pas la normale, c'était le point final d'une descente de 40 ans, atteint au fond d'une pandémie mondiale avec la planche à billets ouverte dans le sous-sol de la monnaie royale canadienne. Hein? C'est l'événement là, le plus anormal de l'histoire monétaire canadienne, si ce n'est mondiale. Hein? Donc, attendre son retour, c'est attendre le retour d'une éclipse en la prenant pour la nuit. Hein?
Troisième morceau essentiel pour une émission de référence comme la nôtre, il n'y a pas un taux d'intérêt. Hein? Il y a 3 familles de taux et elles ne bougent pas ensemble. Famille 1, ça c'est le taux directeur, hein, fixé 8 fois par année par la Banque du Canada. Il commande là, directement les taux variables et les marges de crédit via le taux préférentiel des banques. Hein. Donc, famille 2, les taux obligataires, donc le rendement des obligations du gouvernement du Canada à 2, 5 et 10 ans, hein, fixés en continu par le marché mondial selon ses attentes d'inflation, ses attentes de croissance et l'offre de dette gouvernementale. Crucial, votre hypothèque fixe 5 ans suit l'obligation 5 ans, pas le taux directeur. C'est mélangeant là, pour beaucoup de gens, c'est important. C'est pour ça que les taux fixes bougent même quand la banque ne touche à rien. Hein. Famille 3, les taux là, hypothécaires effectifs qui ajoutent la marge des prêteurs et la prime de risque de marché. Retenez le schéma. La banque contrôle le bout court de la courbe. Le marché mondial contrôle le bout long. Et votre paiement hypothécaire vit quelque part entre les deux. Quand on arrivera au scénario numéro 4, là, le plus négligé des 4, vous comprendrez pourquoi cette distinction peut valoir des dizaines de milliers de dollars. Hein, et on va y revenir. Bon, maintenant que la théorie est posée, là, regardons le tableau de bord. Photographie au 31 juillet 2026, chiffre vérifié. Le taux directeur est à 2,25% et il n'a pas bougé depuis décembre 2025. Le 15 juillet, là, la Banque du Canada l'a maintenu pour une 6e décision consécutive, laissant le taux préférentiel des banques à 4,45%. Après le grand 8 là, de 2022-2025, la montée éclair puis la descente, on est entré dans quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, le plateau. Hein? L'inflation, vous me direz-vous, c'est le nuage au tableau. L'inflation globale a été poussée à 3,2% en mai, au-dessus de la cible de 2%. Hein? Puis n'oubliez pas, cette cible-là, elle est fixée par le gouverneur, le gouverneur en conseil, pas de la banque, mais le gouverneur du Canada, là, parce qu'on a encore une monarchie constitutionnelle. Et dans le fond, on appelle ça le gouverneur en conseil, parce que c'est le conseil des ministres qui est réuni, et a donné un mandat à la Banque du Canada au niveau de conserver la cible à 2%. Principalement par la hausse, évidemment, du prix du pétrole en ce moment, hein, qui est lié au conflit au Moyen-Orient, mais aussi les mesures d'inflation fondamentales, celles qui filtrent le bruit, sont demeurées plus près là, de 2%. Donc, ça nous permet de voir un petit peu d'où ça vient. La Banque prévoit un ralentissement vers environ 2,5% en deuxième moitié d'année. Autrement dit, le feu est contenu, mais il y a quand même une fumée épaisse. Hein? L'économie réelle, fragile mais debout. Après une stagnation qui a duré la majeure partie de l'année précédente, la croissance a rebondi à environ 2,5%, annualisé au deuxième trimestre. Le chômage tient à 6,5% dans la fourchette où il campe depuis fin 2024. Mais la Banque maintient sa prévision de croissance à un maigre 0,7% pour l'ensemble de 2026, avant 1,8% en 2027 et 2028. Traduction, on ne coule pas, mais on nage pas vite, là. Et maintenant, la donnée qui structure tout le reste. La Banque estime la fourchette du taux neutre entre 2,25% et 3,25%. Et le taux actuel se situe à l'extrémité inférieure de cette fourchette. Hein? Relisez avec de bonnes lunettes là, le segment 1. La Banque pense être assise à peu près sur la gravité dans sa portion légèrement stimulative. Beaucoup de grands mots, là, mais elle ne stimule presque plus, là. Elle ne freine plus, elle attend. Et ce qu'elle surveille en attendant tient en deux dossiers. La politique commerciale américaine, hein,
on a un premier ministre, là, Mark Carney, qui est elbows up, là, qui pense qu'il fait peur aux Américains. Mais ça a un impact, ça, là, sur les réprimandes que les Américains font. Puis on l'a vu avec le pont. Les Américains sont venus prendre 50% des profits. Fait que ça démontre que elbows up, pas tant que ça. Mais bon, voilà. Donc, politique américaine commerciale, des nouveaux tarifs sur les produits canadiens sont évoqués, en plus dès à août. Puis, justement, dans la foulée de Dupont et tout ça, des tarifs, mais il y a la renégociation aussi de la CIM. Trump a dit on sortir. Tu sais, Mark Carney, tu veux jouer à ce petit jeu-là. Parfait, mon homme. On sortir. Et évidemment, il y a toujours l'histoire du pétrole au Moyen-Orient qui reste là. Donc, 2 mèches, 1 plateau. Mais voilà le point de départ. Maintenant, où pensent aller les gens payer pour y penser? Faisons le tour là, des prévisions publiées entre décembre 2025 et juillet 2026. Puis, promis, on va les regarder avec l'œil critique là, qui nous est connu à la maison de Economy of the Collapse. Le document le plus intéressant, l'enquête de la Banque du Canada auprès des participants au marché. Le sondage où la banque demande aux économistes et stratèges financiers ce que eux anticipent. Donc, ces grands experts-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Okay? Donc, la plus récente édition là, publiée, c'est encore chaud, là, 27 juillet 2026, conclut que le cycle de baisse est terminé. Maintien en 2025 pour le reste de 2026, de 2,25 pardon, pour le reste de 2026, et première hausse attendue au deuxième trimestre de 2027, puis ensuite 2,75% dès le troisième trimestre de 2027, un trimestre plus tôt que dans le sondage précédent. Donc, ça se resserre. Chez les banques, RBC prévoit le statu quo en 26, puis une remontée à 3,25% d'ici fin de 2027. Donc, la Banque nationale voit, elle, une première hausse dès le quatrième trimestre de 2026 pour aller à 2,75%. Et Morningstar vise 2,75 à la mi-2027, ce qui correspond à son estimation du taux neutre. Pour les taux longs, la Scotia estime le point d'équilibre du rendement 10 ans autour de 3,75% avec, notez-le, des risques orientés à la hausse plutôt qu'à la baisse. Donc, 3 observations là, sur ce consensus-là, et c'est là que l'épisode va gagner sa paye. Observation 1. La convergence est frappante. Tout le monde raconte la même histoire. Plateau en 2026, remontée douce vers le neutre en 2027, où on va aller s'installer entre 2,75 et 3,25 %, puis ensuite une période de stabilité. Personne ne prévoit de retour vers 1 %, personne ne prévoit 6 %. Le consensus, c'est l'ennui des taux qui montent un peu pour se poser au milieu de la fourchette neutre. Observation 2. Remarquez la direction de la prochaine marche. Après 15 ans là, où la prochaine décision voulait presque toujours dire la même prochaine baisse, l'ensemble du marché s'attend maintenant à ce que le prochain mouvement soit une hausse. Donc, c'est un changement de régime psychologique majeur, puis évidemment, il y a des gens qui ont de la misère à l'accepter, mais ce changement-là, il est passé complètement inaperçu du grand public. Lui qui attend encore là, le retour des taux d'avant. Le marché a fait son deuil de 2021, c'est terminé. Les ménages, malheureusement, il y en a encore beaucoup qui ne l'ont pas fait. Observation 3, la plus importante, le consensus est un centre de gravité, pas une vérité. Puis ça, c'est important, puis on a vu avec Fauci, là, qui était au Congrès hier et avant-hier, comment que il peut passer de la personne la plus célèbre, faire la couverture du Times Magazine, à plaider le 5e pour pas être emprisonné. Bien évidemment, tout le monde était d'accord dans ce temps-là. J'ai vu une première page du Toronto Star qui disait là, hey, ceux qui ne prennent pas le vaccin, là, qui meurent, on s'en fout d'eux. Il y avait vraiment un consensus complètement captivant. Les gens étaient obligés de dire toute la même chose. Puis on voit souvent ça aussi avec l'économie et les taux d'intérêt. Personne n'ose vraiment prédire quoi que ce soit qui sort du consensus parce que sinon, il va faire rire de lui. Donc, le consensus, c'est pas nécessairement une vérité. C'est important de le comprendre. L'historique des prévisions des taux
surtout, là, c'est assez humiliant, puis ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein? Parce que, justement, là, en 2021, le consensus là, voyait les taux bas là, pour longtemps. Imaginez-vous, là, à la fin de 2021. 18 mois plus tard, ils avaient quadruplé. Donc, le consensus rate systématiquement les tournants hein, parce qu'il extrapole le présent. C'est un peu comme les systèmes de maintien de voie là, des années comme 2020 là, qui ne sont pas encore tout à fait à point. Là. Il fait bouncer un peu entre les lignes, là, mais si ça tourne, il faut que tu reprennes un concours de ton volant parce qu'il n'est pas capable de gérer la courbe. C'est un petit peu la même chose des consensus d'experts. Hein. Puis, tu sais, extrapoler le présent, ça a vraiment ses limites. C'est un petit peu comme la dinde de Thanksgiving, hein, de l'épisode des Plex, là, que je vous ai raconté, où la dinde, elle, a tous les jours, évidemment, elle croit que le fermier, c'est son ami, puis il est bien gentil, jusqu'à la veille de Thanksgiving, où finalement, le fermier la tue, puis il la mange le lendemain. Donc, dans l'univers de la dinde, là, la veille est aussi confiante que l'avant-veille pour le lendemain. Alors qu'il y a un changement drastique qui va s'opérer. Donc, toutes les dindes dans l'enclos sont de consensus que le fermier est bien gentil, mais ça, c'est pas la vérité. Alors, comment utiliser cette métaphore là, de Thanksgiving intelligemment? Comme ceci. Le consensus, je vous dis, où vont les taux si rien de spécial n'arrive? Hein? Ces scénarios-là, zéro surprise. Mais la vraie question d'un horizon de 5 ans, là, c'est quelles surprises sont dans les cartes et de quel bord penchent-elles? Pour y répondre, il faut monter au niveau hein, des plaques là, tectoniques de l'économie. Hein. Oubliez là, les trimestres. Hein. Sur 5 ans, là, ce qui détermine les taux, c'est un bras de fer entre de lourdes forces. Hein, celles qui déplacent la gravité elle-même. Hein. C'est un peu comme des trous noirs dans l'espace. Hein. Ils sont tellement gros là, qu'ils peuvent aspirer des soleils ou des galaxies qui, pourtant, elles-mêmes avaient leur propre système de gravité. Et il y en a 5 de ces genres de trous noirs là, qui tirent vers le haut, puis il y en a 4 qui tirent vers le bas. Hein. Passons-les là, une par une, ces forces-là. Donc, les forces haussières. Première force, démondialisation et tarifs. Hein. Pendant 30 ans, là, la Chine et le commerce mondial ont exporté une déflation. Hein. Chaque conteneur là, qui accostait à Vancouver là, tirait les prix vers le bas. Hein. Ce moteur là, tourne maintenant à l'envers. Hein. De nouveaux tarifs américains menacent les produits canadiens, DAO, renégociation de la summe plane et chaque relocalisation, chaque droit de douane, chaque chaîne d'approvisionnement sécurisée hein, est un coût de plus dans les prix. C'est de l'inflation par les coûts structurels et une banque centrale ne peut pas la guérir, seulement l'empêcher de s'incruster en gardant les taux plus élevés qu'autrement. OK? Force 2. Le mur de dette publique. Sortons les chiffres. Parce qu'ils sont historiques. Là. Le budget fédéral 2025-2026, c'est un déficit projeté de 78,3 milliards de dollars. C'est 2,5 du PIB, le plus élevé hors récession depuis 1995. Au programme, environ 30 milliards pour la défense, 115 milliards pour les infrastructures, 110 milliards pour la productivité sur 5 ans. Plus un nouveau fonds souverain pour les grands projets. Le ratio dette-PIB fédéral qu'on nous promettait en baisse devrait plutôt se stabiliser de 41 à 43 % jusqu'à la fin de la décennie. Et le directeur parlementaire du budget qu'on a mis en place justement pour nous donner de la vraie information non partisane, bien lui, évidemment, est beaucoup plus pessimiste et voit monter ça à 42,5 % d'ici 2030. La dette de marché fédéral approche 1500 milliards. Pourquoi ça pousse les taux vers le haut? Mécanique d'encan. Plus le gouvernement émet d'obligations, plus il doit offrir de rendement pour trouver preneur. Et chaque point de rendement obligataire de plus, rappelez-vous le segment 1, se transmet directement à votre taux hypothécaire fixe. Et le Canada n'est pas seul à l'encan. Les États-Unis, l'Europe, le Japon empruntent tous massivement en même temps. Pour la défense, transition énergétique, les intérêts sur la dette d'avant. La demande mondiale de capital explose. Force 3. La fin de capital, transition énergétique et intelligence artificielle. 2 des plus grands chantiers d'investissement de l'histoire humaine se déroulent simultanément. Électrifier l'économie
penser au plan de 185 milliards d'Hydro-Québec de notre épisode sur les ponts, et construire l'infrastructure de calcul de l'IA, des centres de données qui se mesurent désormais en gigawatts. Quand tout le monde veut investir en même temps, le prix du capital, le taux d'intérêt monte. C'est l'offre et la demande appliquée à l'épargne mondiale, tout simplement. Force 4, démographie du travail, vieillissement, rarifie les travailleurs. Et un travailleur rare est un travailleur mieux payé. Donc, pression salariale structurelle, pression inflationniste de fond. Et c'est pas vrai que tous les nouveaux arrivants peuvent remplacer ces emplois-là. Il y a des messieurs qui faisaient certains travaux depuis deux décennies, là, qui ont une expertise qui n'est pas remplaçable tout à fait instantanément. Et les retraités cessent d'épargner pour commencer à dépenser leur bas de laine. Moins d'épargne offerte, plus de consommation. Les deux poussent le taux d'équilibre vers le haut. Force 5, le climat. Chaque événement extrême détruit du capital qu'il faut reconstruire. Chaque prime d'assurance qui explose est un coût dans l'IPC. C'est la plus lente des 5 forces, mais elle ne va que dans une seule direction. Force baissière, force 1, et c'est la grande spécificité canadienne, le frein à main de la dette des ménages. Chiffre au premier trimestre 2026, endettement des ménages atteint désormais 179,6 % du revenu disponible. Près de 1,80 $ de dette pour chaque dollar de revenu des ménages, en hausse pour un 6e trimestre consécutif. C'est parmi les pires ratios du monde développé. Conséquence mécanique, chaque quart de point de hausse mord 2 fois plus fort ici qu'ailleurs. La Banque du Canada le sait, c'est documenté dans son propre rapport sur la stabilité financière. Le pays traverse en ce moment même l'un des plus grands cycles de renouvellement de son histoire. Environ 60 % des hypothèques canadiennes se renouvellent en 2026, dont 1,15 million de ménages en 2026 seulement, avec des hausses moyennes de paiement de 15 à 20 %. Les ménages tiennent de justesse, mais regardez comment ils tiennent. Environ 70 % de ceux qui ont refinancé ont allongé leur amortissement de 6 ans en moyenne pour être capable de survivre. On ne rembourse pas la montagne, là, on l'étale. Les arriérés montent, concentrés principalement à Toronto, où le taux de prêt en souffrance a plus que quadruplé depuis les creux post-pandémie. Et la SCHL prévoit qu'ils continueront de grimper en 2026. Qu'est-ce que ça veut dire pour les taux? Que le plafond canadien est bas. Une Banque du Canada qui monterait à 5 ou 6 % ne combattrait pas l'inflation. Elle déclencherait tout simplement une crise hypothécaire. Elle le sait, le marché le sait, c'est le frein à main structurel sur toute la trajectoire. Force 2, productivité du Canada qui est anémique. C'est notre urgence nationale jamais réglée. Le Canada produit peu par heure travaillée et l'écart avec les États-Unis se creuse, mais extrêmement rapidement. Une économie peu productive génère peu de rendement sur l'investissement, donc supporte très mal des taux élevés. Évidemment, gravité par le bas. Force 3, croissance démographique freinée. Donc, le resserrement d'immigration, là, parce qu'évidemment, socialement, il commence à avoir de gros problèmes, ralentit la croissance de la population parce qu'on ne fait plus de bébés. Donc, de la demande, du logement, du PIB potentiel. Moins de croissance tendancielle, c'est un taux neutre qui est plus bas, c'est ce que ça signifie. Force 4, dommage tarifaire lui-même. Paradoxe, fin, souligné par des analystes, les tarifs poussent les prix vers le haut à court terme. Force haussière, mais ils détruisent la capacité à long terme. Des usines calibrées pour le marché américain perdent leur raison d'être, du capital installé devient obsolète, l'économie devient moins efficiente alors qu'elle est déjà peu productive. Une économie amputée a besoin de taux plus bas pour se rééquilibrer. Le même choc tire donc dans les deux directions sur des horizons différents. C'est exactement le genre de nuance qui sépare une analyse d'un slogan. Donc, qui gagne? Voici ma lecture et je vous donne le raisonnement pour que vous puissiez le contester. Les forces haussières dominent le plancher. La démondialisation, les déficits et la fin de capital rendent à peu près impossible le retour au taux de 2015 à 2021. Le monde qui a produit 0,25 % n'existe plus. Mais la force baissière numéro 1, les 179,6 % d'endettement, dominent le plafond. L'économie canadienne ne peut structurellement pas tolérer en ce moment des taux directeurs de 5 % et plus encore. Conclusion à une phrase, et c'est la thèse de l'épisode, le plancher est plus haut qu'avant et le plafond est plus bas qu'avant.
on entre dans un régime de fourchette, un corridor très étroit où les taux ne sauveront plus personne et n'étrangleront plus tout le monde. L'ère des extrêmes est finie dans les deux directions. Et probablement, le mot est important, qu'on va maintenant décortiquer en 4 scénarios. Donc, voici comme un adulte parle de l'avenir. Pas une prédiction, mais des trajectoires. Chacune avec ses déclencheurs et sa mécanique. Et, parce qu'on est une émission sérieuse, un ordre de grandeur de probabilité que je vous donne comme opinion personnelle, pas autre chose. Scénario A, le corridor. Ça, c'est mon scénario de base, autour de 50%. C'est grosso modo le consensus du segment 3 et il mérite d'être le favori parce qu'il ne demande aucune surprise. La mécanique, l'inflation revient graduellement à 2,5%. L'économie se remet lentement des tarifs. La banque remonte tranquillement du bas vers le milieu de sa fourchette neutre. Trajectoire type, taux directeur entre 2,25 et 3,25% sur tout l'horizon. Rendement 10 ans gravitant autour de 3,75% avec des hypothèques fixes 5 ans oscillant dans la zone des 4 à 5%. À quoi ça ressemble le vécu de l'intérieur? À rien. Pas de drame, pas de sauvetage. Les taux cessent d'être une histoire. Pour toute une génération formée à guetter la Banque centrale 8 fois par année, ce sera étrangement silencieux. Notez ce que ce scénario implique. Les hypothèques ne redescendent jamais au niveau de 2021. Le renouvellement douloureux d'aujourd'hui, c'est le prix normal de demain. Scénario B, on a une stagflation tarifaire autour de 20 à 25%. Déclencheur, guerre commerciale qui s'envenime. Les tarifs d'AO se concrétisent et s'élargissent. La somme se renégocie mal, le pétrole reste cher. La mécanique, et c'est le cauchemar spécifique des banquiers centraux, d'inflation par les coûts s'installe entre 3 et 4% pendant que l'économie stagne. Et là, il faut remercier évidemment Elbows Up. On a voulu jouer les toughs avec Donald Trump. Et puis, on s'est rendu compte qu'il est 13 fois plus lourd que nous. On n'aurait peut-être pas dû boxer dans sa catégorie. La banque est alors écartelée de son mandat, parce qu'elle doit combattre d'un côté l'inflation, donc monter les taux, et la réalité du frein à main, avec 1,15 million de renouvellements par année, on ne peut pas vraiment le monter, sinon on va avoir des problèmes encore plus hauts. Donc, résultat probable, des taux maintenus plus haut plus longtemps, disons de 3,5 à 4%, non pas pour tuer l'inflation, mais pour l'empêcher de s'ancrer pendant que l'économie souffre des deux bords. Ça, c'est le scénario où tout le monde perd un peu puis longtemps. Et rappelez-vous l'épisode sur les salaires, dans ce scénario-là, la doctrine demandera encore la modération salariale pendant que les prix courent. Et ça, c'est vous qui allez payer pendant ce temps-là. Et voilà, donc vous savez qui paye. La récession commerciale, ça, c'est mon troisième scénario, autour de 15 à 20%, déclencheur, donc rupture, la somme est complètement abandonnée, ou vidée de sa substance, tarif généralisé, fermeture d'usines en Ontario, Québec, chômage qui décolle, pouf, 7,58%. La mécanique ici, donc la demande s'effondre, inflation avec elle évidemment, et la banque coupe agressivement. Les analystes qui modélisent ce scénario voient le taux directeur redescendre nettement, disons vers 1 à 1,5%. Mais c'est le point capital, pas vers 0,25. Le 0,25 exigeait une pandémie planétaire, plus 15 ans de désinflation importée. Même dans le pire scénario plausible, le plancher de ce cycle-ci est plus haut que le plancher du cycle d'avant. Donc, ceux qui attendent le retour des taux pandémiques pour être sauvés avec leur petit plex, puis je pense justement à l'épisode du plex qu'on a fait, attendent un train dont la voie a été démontée il y a de ça plusieurs années. Scénario 4, le dérapage fiscal autour de 10%. Un scénario dont personne ne vous parle. Le déclencheur, pas la Banque du Canada, mais le marché obligataire, la mécanique. Suivez bien parce que c'est la matière du segment 1 qui paie ici. Les déficits occidentaux s'accumulent. Donc, nos 78,3 milliards, les déficits américains, bien pires, etc. Et un jour, les acheteurs d'obligations commencent à exiger une compensation supplémentaire pour avaler toute cette dette. Les économistes appellent ça la prime de terme. Le résultat pervers, les taux longs décollent, donc le 10 ans à 4,55% et plus, même si la Banque centrale garde son taux directeur sage à 2,75%. Donc la courbe là, se pentifie, le boulon échappe au thermostat. Concrètement, pour vous, des hypothèques fixes qui montent sans qu'aucune banque centrale n'ait rien décidé, un gouvernement dont le service de dette dévore le budget
et de l'austérité imposée par l'encan obligataire ou les agences financières de crédit plutôt que par les urnes. C'est déjà arrivé. Demandez au Royaume-Uni de 2022. Le Canada est un petit marché ouvert qui importe en partie ses taux longs du marché américain. Serait passager de ce scénario bien plus que conducteur. C'est important. Probabilité faible, conséquences énormes. Couverture médiatique à peu près nulle. Donc vous êtes prévenus. Et remarquez ce que les 4 scénarios ont en commun, c'est la conclusion du segment dans aucun d'eux, en fait, c'est que le taux directeur ne retourne durablement sous 1,5 % et dans aucun d'eux, il ne dépasse durablement 4,5 %. Donc 4 histoires différentes, un seul corridor. Voilà où s'en vont les taux veut vraiment dire en 2026. Hein. Ce n'est pas un chiffre, c'est une fourchette et des queues de distribution qu'il faut respecter. Et le dernier segment, le plus utile selon moi, comment prend-on des décisions de centaines de milliers de dollars quand l'avenir est une distribution de probabilités? Hein? Réponse. On arrête de chercher la bonne prédiction et on cherche la bonne position, celle qui survit à tous les scénarios. 5 principes. Et je leur ai dit, ce sont des cadres de réflexion, pas des conseils personnalisés. Votre situation précise se règle évidemment en bilaté, comme on dit. Principe 1. Bannissez des plans qui exigent un scénario. La leçon des 4 trajectoires, là, tout plan financier qui ne fonctionne que si les taux baissent ou que s'il reste stable n'est pas un plan. C'est un pari avec des meubles dedans. Le test hérité de l'épisode duplex généralisé est: est-ce que je survis aux 2 bornes du corridor? Un budget qui tient à 2,25 et un à 4,25. Le taux directeur n'est pas un budget. Le reste est de l'espoir avec un échéancier. Principe 2. Fixe contre variable. Pensez en assurance, pas en pari. Le cadre honnête, là, le taux variable gagne dans les scénarios A, D et C. Quand les taux stagnent ou baissent, le fixe gagne dans les scénarios B et D, donc 2 et 4, quand il monte ou que le boulon décolle. Personne ne sait lequel se réalisera. La vraie question est donc, lequel des 2 risques votre ménage ne peut-il pas se permettre? Si une hausse de 200 $ par mois vous coule, le fixe n'est pas un pari sur les taux, c'est une prime d'assurance contre votre propre fragilité. Et elle vaut son prix même si le variable finit par gagner sur papier. Le meilleur taux n'est pas le plus bas, c'est celui qui vous laisse dormir dans les 4 scénarios. Principe 3, renouvellement se prépare, il ne se subit pas. Pour 1,5 million de ménages qui renouvellent en 2026 et tous ceux qui suivront, la plupart des prêteurs permettent de bloquer un taux jusqu'à 120 jours avant l'échéance. C'est une option gratuite sur 4 mois de mouvement de taux et la majorité des gens la laissent expirer sans savoir. Magasinez au-delà de votre prêteur actuel. Et méfiez-vous de la solution de facilité qui se généralise d'allonger l'amortissement. Rappelez-vous le chiffre, 70% des refinanceurs ont étiré de 6 ans en moyenne. C'est parfois le bon outil de trésorerie, c'est aussi souvent 6 années d'intérêt de plus offertes à la banque pour anesthésier un problème de fond. Faites le calcul complet du coût total, pas juste celui de la mensualité. Et principe 4, pour les investisseurs, le vent arrière ne revient pas, changer de moteur. Le raccourci final avec l'épisode duplex, c'est tout modèle d'affaires immobilier en attente du retour des taux à temps. Et on l'a vu, une anomalie historique terminée. Dans le corridor 2026 à 2031, l'appréciation par compression de taux est morte. Ce qui reste, c'est le rendement à l'ancienne. Le cash flow au jour 1, au taux d'aujourd'hui, stress testé aux bornes du corridor. C'est moins glamour, j'en conviens. C'est aussi la définition d'un investissement par opposition à un billet de loterie. Principe 5, le méta-principe de toute la saison, la certitude est un produit, pas une analyse. Quiconque vous vend une trajectoire de taux, le coach là, sans diplôme là, qui a déjà acheté des sixplex, là, le coach là, qui vous garantit la baisse, là, le vendeur qui presse d'acheter avant la remontée, ou le courtier immobilier là, qui vous dit ça, ou le gourou là, hein, qui est à 50 portes, là, puis que lui, là, il a compris le pattern. Là. Il vous vend sa marchandise, pas de l'information. Les seules personnes crédibles là, sur les taux parlent en scénario, en fourchette et en probabilité. C'est moins satisfaisant qu'un chiffre, évidemment. C'est aussi plus compliqué à absorber. C'est aussi la différence entre un plan et
une prophétie. Et si notre émission vous a appris quelque chose cette saison, avant la pause estivale, des ponts jusqu'à Norvolt, les prophètes coûtent très cher, surtout quand ils sont sincères. Résumons la réponse honnête à la question du titre « Où s'en vont les taux sur 5 ans ?» vers un corridor. Le monde qui produisait des taux à zéro, la mondialisation désinflationniste, les gouvernements frugaux, l'épargne surabondante n'existe plus. Les tarifs, les déficits de 78 milliards, la défense, l'IA ont déplacé la gravité vers le haut. Mais le pays qui pourrait tolérer des taux à 6, un pays aux ménages peu endettés, n'existe pas non plus. À 1,80 $ de dette par dollar de revenus, avec 1 million de renouvellements par année, le plafond canadien est beaucoup plus bas que 6. Plancher plus bas, plafond plus bas, plancher plus haut, et plafond plus bas. Donc ça rétrécit. Probablement entre 2 et 4 maintenant sur le directeur pour l'essentiel du voyage, avec nos 4 scénarios qu'on a regardés. Le corridor tranquille, la stagflation tarifaire, la récession commerciale et le dérapage obligataire dont personne ne vous parle. Mais si vous ne retenez qu'une seule chose de toute cette soupe, que ce soit celle-ci, la bonne question n'a jamais été où s'en vont les taux, en fait. C'est est-ce que ma vie financière survit à l'éventail de leur destination? La première question cherche un prophète, s'accrocheur. La deuxième construit un plan. Et dans une économie du collapse, les plans battent les prophètes à tous les coups, sauf un, et vous ne saurez pas lequel d'avance. C'était Economy of the Collapse, épisode de référence. Gardez-le, partagez-le, ressortez-le dans 5 ans pour vérifier lequel des 4 scénarios a gagné. Même moi, je serai là pour rendre des comptes et c'est comme ça qu'on fait. Sur ce, à la prochaine. On quitte maintenant pour les vacances estivales et on se revoit très bientôt pour une nouvelle saison de Economy of the Collapse.